Alors bonjour, je suis Catherine Turbide, je suis étudiante au doctorat en travail social sous la direction de Marie-Christine Saint-Jacques et la co-direction de Sylvie Drapeau. Moi, je m'intéresse aux parents qui sont suivis en protection de la jeunesse, aux parents d'enfants suivis en protection de la jeunesse en raison du conflit de séparation. Donc, moi, mon intérêt de recherche, en fait, je m'intéresse à leur trajectoire, à leur parcours familial et de service. Donc, moi, mon regard est davantage tourné vers les parents, puis particulièrement ceux qui sont suivis en protection de la jeunesse. Moi, je m'appelle Sylvie Drapeau, je suis professeure à l'école de psychologie. Je travaille depuis plusieurs années déjà sur la séparation conjugale. Et moi, ma perspective est complémentaire à celle de Catherine. Donc, moi, je m'intéresse aux conflits de séparation, pas nécessairement, et aux conflits entre les parents en général, pas nécessairement les conflits, seulement les conflits qu'on pourrait qualifier de sévères. Je m'intéresse aussi à la perspective de l'enfant. Alors, la présentation, c'est vraiment, en fait, ce qu'on a compris, le mandat qu'on nous avait donné, c'est de mettre la table et vraiment de vous présenter les questions, les enjeux autour des éléments de définition. C'est quoi un conflit de séparation? C'est quoi un conflit sévère de séparation? Et la partie que moi, je vais vous présenter, c'est vraiment le fruit, je veux préciser, le fruit de réflexion dans le cadre de ma thèse, du travail que j'ai fait avec Marie-Christine depuis que j'ai commencé ma thèse, et avec aussi Elisabeth Godbout, avec qui j'étais venue présenter en webinaire, je pense que c'est l'année passée, je pense que c'est en 2017. Donc, c'est un peu où on en est là-dessus, autour de la question, la définition des conflits sévères de séparation. On va commencer par mettre la table un peu en présentant des éléments de définition. Ensuite, on va faire... on prend le risque périlleux d'essayer de dire, il y en a combien des parents, des situations et des enfants qui sont touchés par ces situations-là. Ensuite, je vais donner la parole à Sylvie qui va plus nous parler de l'adaptation de l'enfant au conflit. Ensuite, moi, je vais revenir sur le concept de conflit sévère de séparation. Mais mon but, c'est vraiment de soulever les enjeux conceptuels, mais aussi cliniques, et de voir comment ça peut toucher les gens sur le terrain. Alors, premièrement, j'aimerais juste préciser. Moi, j'utilise beaucoup le terme « conflit sévère de séparation ». Sylvie va plus prendre le hautement conflictuel ou séparation hautement ou à haut niveau de conflit. Disons, pour les fins de la présentation, aujourd'hui, on va considérer ça comme des synonymes. En fait, ce sont des termes qu'on considère qui sont fourre-tout. On utilise souvent cette expression-là. C'est des termes parapluies. En fait, on n'a pas de définition, un grand consensus dans la recherche pour dire voici ce qu'est un conflit sévère de séparation. Mais on sait par contre que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé de plus en plus fréquemment, de manière inconstante. Ça, Sylvie va y revenir un peu. Et c'est utilisé aussi dans diverses disciplines. Mais dans le cadre de mon travail avec Elisabeth Godbout, dans le cadre de notre réflexion, devant le manque de consensus dans la littérature autour de c'est qui ces familles-là, on s'est lancé l'année passée pour les faire une présentation dans un contexte en protection de la jeunesse. Donc, on a proposé une définition qu'on ne prétend pas parfaite, mais disons qui est notre point de départ, puis qui est un peu le point de départ de la présentation ici, puis de notre réflexion. Donc, un conflit sévère de séparation, c'est des parents en processus de rupture qui vivent des conflits dont la nature, la durée, l'intensité ont un impact observable ou supposé sur l'enfant. Il y en a dans les auteurs, en fait, je pense que c'est des juges qui avaient dit qu'on pourrait juste dire que c'est des parents qui ne sont même pas capables de s'entendre pour dire que le ciel est bleu. Bon, ça c'est un point de départ. Mais en fait, même s'il n'y a pas de consensus, il y a quand même des éléments dans la littérature. L'impact sur l'enfant, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Nous, on a dit observable ou supposé, parce que des fois, on peut penser que l'enfant, je pense que lui va revenir là-dessus, peut avoir des éléments de résilience où c'est pas maintenant qu'on est capable d'observer les impacts du conflit sur l'enfant, mais ça va être plus tard. Ce que nous ne parlerons pas cet après-midi, c'est de l'aliénation parentale. Pourquoi?
Parce que l'aliénation parentale, en fait, il y a Marie-Hélène Gagné qui a énormément travaillé sur ce concept-là pendant plusieurs années, dont les recherches ont eu beaucoup d'impact au Québec, en tout cas. Et en fait, c'est vrai que comme l'aliénation parentale, comme le conflit sévère de séparation, on peut considérer ça comme on considère ça comme une forme de maltraitance ou des situations qui sont à risque, que l'enfant est à risque de vivre la maltraitance. Sauf que dans l'aliénation parentale, ça comprend un ensemble de critères très précis qu'on ne retrouve pas nécessairement quand on est dans un conflit sévère de séparation. Donc, on en parle maintenant, mais on n'en parlera plus. Le reste de la présentation, on ne parlera pas d'aliénation parentale parce que c'est vraiment un phénomène qu'on dit, disons, connexe au conflit sévère de séparation. Par exemple, dans l'aliénation, on va dire que c'est des situations où l'enfant prend clairement parti pour un des deux parents et que il y a un parent qui a des comportements aliénants alors qu'un autre parent en a pas de comportement aliénant. Tandis que quand on est dans des conflits de séparation, il n'y a pas de consensus et je vais revenir aussi là-dessus, mais on suppose souvent que les deux parents alimentent à part égale le conflit. Donc, on dit que l'aliénation parentale, c'est comme une extension du conflit. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Marie-Hélène. On s'est dit qu'on fait une présentation sur un concept, sur les situations de conflit sévère de séparation ou de conflit de façon générale. Il y a toujours la question de l'ampleur du phénomène. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça concerne beaucoup de familles? Et donc, Sylvie va vous présenter des résultats des recherches sur la population en général, puis moi, je vais venir vous présenter après des résultats de recherche qui sont plus en protection de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on en sait? Catherine a ajouté une sous-question, donc une question si simple, mais si complexe à répondre. En fait, c'est comme on n'a pas une définition exacte de ce que c'est un conflit sévère de séparation ou une séparation hautement conflictuelle, ou même qu'est-ce que c'est un haut niveau de conflit. Comme on n'a pas une définition exacte, bien, on a de la difficulté parfois à mettre un chiffre exact. Puis c'est mesuré aussi de toutes sortes de façons. Donc, juste répondre, dire est-ce que c'est fréquent dans la population? On peut répondre par rapport à la protection de la jeunesse. Catherine va le faire tout à l'heure. Puis encore là, ça va être, je suppose, encore là, peut-être arriver à un chiffre exact, c'est difficile. Mais dans la population générale, ça reste quelque chose qui est pas si évident. On voit souvent un chiffre qui est à peu près 20-25 %. Donc, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais je dois vous dire que souvent, le 25 %, c'est pas 25 % de la population générale, c'est 25 % de l'échantillon qui a été pris pour l'étude. Donc, il faut faire attention aux chiffres. Oui, moi, si je prends un échantillon de parents, d'enfants de parents séparés, puis je le divise avec, sur la base d'une mathématique quelconque, mettons plus que la moyenne, plus que si, un écart type ou tout ça, mais je vais arriver avec un chiffre. C'est sûr que dans tous les échantillons, il y en a qui en ont plus, puis il y en a qui en ont moins. Donc, c'est ça qui fait que c'est difficile de dire exactement combien il y en a, parce que nos échantillons ne sont pas tous représentatifs. On part toujours d'une base. Donc, une des études qui est souvent citée pour dire qu'il y a des parents en conflit, donc c'est une étude qui a été faite aux États-Unis avec des parents, beaucoup de parents, par exemple, à peu près 1000 parents qui sont en procédure légale de divorce. C'est en Californie dans les années 90. Donc, ça date quand même dans un contexte particulier. Puis là, ces auteurs-là, qui sont Maccoby et Mnookin, prennent la peine d'expliquer tout le contexte de la Californie, comment ça se passe, etc. Donc, ils ont fait vraiment une grosse étude. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé les dossiers des participants, des parents, puis ils ont aussi posé des questions aux parents sur leur entente avec leur ex-conjoint. Donc, il y avait des questions sur la garde, sur toutes sortes de questions. Là, je ne m'en rappelle plus, il y en avait peut-être une dizaine, si je me souviens bien, ou moins. Et là, ils arrivent avec un genre de pyramide de conflits. Eux autres même soulignent que la majorité, même si c'est des gens en procédure légale de divorce, donc on se rappelle aussi, même dans les années 90, c'était certainement le cas aussi, là, les mariages beaucoup plus fréquents que le concubinage. Donc, c'est des familles qui sont en procédure légale de divorce, pas nécessairement des gens conjoints de fait. Donc, ça ne s'applique pas automatiquement à nous, mais quand même. Donc, la majorité, pas de conflit, donc vert. Mais
les auteurs soulignent que quand même, il y avait 4 % de ces gens-là qui percevaient un haut niveau de conflit. Donc, même si tout va bien sur le plan légal, pas de désaccord concernant la garde, 4 % percevaient un haut niveau de conflit. Ensuite, si on regarde de l'autre étage, vers pâle, que j'ai mis juste pour faire une graduation du risque, ben on voit que 13 % des parents qui percevaient un haut niveau de conflit, même si sur le plan légal, il n'y en avait pas. Et quand même, c'est plutôt cohérent. Là, la majorité qui sont en vert sont aussi en vert sur le plan subjectif, mais il y a quand même quelques décalages. Et on arrive avec à peu près 25 % quand ils ont combiné les deux, ils ont fait une savante analyse pour combiner les deux indicateurs subjectifs et légaux, et ils arrivent à peu près à 25 % de leur échantillon. Là, j'ai pris la perspective d'un échantillon représentatif cette fois. Là, ça avait été fait aux États-Unis avec des adolescents, donc 12-16 ans, si je me rappelle bien, à peu près 900 jeunes, mais l'idée ici, c'est peut-être l'aspect représentatif. Encore là, dans un contexte différent du nôtre. Les jeunes devaient répondre à 4 questions sur le plan des querelles intenses, refuser de se parler, mes parents se blâment ou les disputes entre mes parents s'enveniment. Il y avait 30 % des jeunes qui répondaient fréquemment ou toujours à chacune de ces questions-là. Donc, on pourrait dire que dans ce cas-là, une étude faite par Calgin en 2016, donc on pourrait dire que vraiment 30 % des jeunes disaient que les parents étaient en haut niveau de conflit. Disons, parce que là, il y en avait qui disaient oui à 3, mais pas à l'autre. Mais moi, j'ai pris vraiment le plus sévère, disons, dans ce cas-là. Ici, au Québec, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, c'est vraiment préliminaire, je l'ai fait juste pour la présentation ici. Il y a l'étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec. On a travaillé avec Amandine Beau, qui est ici présente dans la salle, avec Marie-Christine Saint-Jacques, Marie-Hélène Gagné, des étudiants qui travaillent là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait les enfants, dont les parents se sont séparés pendant la durée de l'étude. Et ces parents-là devaient répondre. Donc, c'est un échantillon qui est. L'échantillon de parents séparés n'est pas nécessairement représentatif des parents séparés, mais l'échantillon de départ de l'ELDEC est représentatif des naissances en 1998. Je regarde Amandine, il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est représentatif des naissances dans une année précise. Et là, on voit à peu près, là, les parents devaient répondre « Comment décririez-vous le climat entourant la rupture? » Et on voit à peu près les mêmes chiffres, c'est quand même rassurant dans un sens. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à 20 % qui disent que le climat était mauvais, puis autour de 10 % des gens qui disent très mauvais. Là, j'ai fait quand même le petit exercice de regarder si subjectivement, il y avait, pas subjectivement, mais si eux autres, les parents rapportaient des tensions entourant la garde, un peu comme l'inverse de la première étude que je vous ai présentée, puis on arrive encore avec un petit décalage selon les indicateurs. Là, je vais vous présenter ça, c'est un portrait statique. Hein? Donc, ça dit, oui, combien on a à peu près dans un... Je vais vous présenter une autre chose que j'ai faite il y a quelques années, qui regardait, mettons, le temps au moment de dans les années, mettons, autour de 2 ans après la rupture, puis une année plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a comme portrait? Donc, on a des situations où ça va toujours bien. Donc, la ligne verte en bas, c'est stable, le conflit est stable, il est fait. Ici, là, c'est exactement la procédure que je vous disais qu'il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire que moi, j'avais à peu près 1%, j'avais un échantillon qui est non représentatif. Si je regardais combien j'ai de familles que je peux considérer comme en conflit là-dedans, bien, c'est à partir de mon échantillon. Fait qu'ici, les lignes sont à partir de mon échantillon. Mais ça, là, ici, ce qui est important de voir, c'est surtout que ça ne reste pas nécessairement stable dans le temps. Je vais vous montrer 2 diapos de ce type-là. Donc, on a des gens, ça va bien. Ça va bien après la rupture, puis ça continue d'aller bien. Il y a en haut, vous avez les stades élevés. Donc, ça allait mal au moment de la rupture, puis ça va continuer d'aller mal. Puis, vous avez les gens qui s'améliorent, donc les bleus, puis vous avez en orange les gens qui se détériorent. Donc, il y a des gens que la séparation, dans le fond, ça n'arrange pas les choses. C'est-à-dire que les gens vont, au contraire, ça va continuer d'augmenter. Puis là, je vais vous présenter une autre diapositive dans ce sens-là. Ou encore, ça va s'améliorer. Donc, il faut le voir avec une perspective historique familiale. Hein, donc, pour penser que ça a toujours été le cas. Puis, essayer de questionner aussi, ça veut dire les parents ou les enfants sur l'histoire de cette famille-là. Donc, là, je vais vous présenter un autre projet que j'ai fait avec une étudiante. Donc, elle a repris les parents
dont je vous parlais dans la diapositive précédente. Il avait accepté qu'on les rappelle. Elle les a rappelés, pas tous, mais une bonne partie. Puis là, elle a fait des entrevues avec eux, puis elle leur a demandé avant comment ça se passait, pendant la séparation, après, puis plusieurs années plus tard. Puis on arrive avec quelque chose d'intéressant, qui est, là j'ai mis les flèches rouges pour signaler les endroits qui sont probablement peut-être des clients que vous pouvez rencontrer, puis d'autres personnes que vous ne rencontrez pas, mais ou peut-être que vous auriez rencontré à certains moments, mais avec ça dépend de la perspective qu'on a. Donc, ici, j'ai inversé les couleurs juste pour nous mêler. Donc, en haut, j'ai mis les bleus. Donc, ça, c'est les gens, là. On voyait, il y avait une partie des parents qui répondaient. Eux, là, la séparation, là, dans le fond, vous voyez la ligne droite, là, c'est flat. Parce que les parents, là, la séparation, ça ne fait même pas partie des choses importantes qu'ils considèrent qui leur est arrivé. Donc, dans le fond, la séparation, là, c'est comme, ça paraissait anecdotique dans leur discours. Ça allait mal avant, ça va mal pendant, ça va mal après, puis ça continue d'aller mal. Si on prend ces parents-là, on essayait de faire diviser, dans ce cas-là, les étudiantes, on cherchait à voir si les parents étaient capables de diviser leur rôle de parent du rôle d'ex-conjoint ou en tant qu'ex-conjoint. Ces parents-là, beaucoup de parents étaient capables de dire « Ah oui, moi ça allait super bien comme parent, on s'entendait bien sur l'éducation, mais ça n'allait pas bien du tout comme conjoint. On s'est séparés, puis bon, après ça, on peut avoir d'autres histoires. » Mais ces parents-là, ils ne comprenaient pas, dans le fond, la question. Julie, elle a reposé la question un peu différemment, mais non, c'était toute la même affaire. Il n'y avait pas de distinction entre leur rôle de parent, leur rôle d'ex-conjoint ou leur rôle de conjoint. Les parents nous racontaient, puis c'était vraiment des clients en protection de la jeunesse. Il y en avait qu'on savait qui avaient été suivis par la protection de la jeunesse dans cette ligne-là. Donc, des parents qui racontaient des histoires très difficiles sur leur enfant, à quel point l'enfant trouvait ça difficile, mais qui ne remettaient pas en question leur propre rôle, qui disaient, bien, vous voyez, c'est la preuve que mon conjoint est vraiment effrayant. Donc, on voyait vraiment beaucoup de difficultés à se centrer sur l'enfant. Donc, ça, nous autres, on les a appelés, on a fait une analogie sportive, puis on les a appelés les adversaires. Donc, ils sont dans la même équipe, théoriquement, comme parents, mais ce sont des adversaires. Ensuite, on a des gens, la ligne rouge, donc des gens pour qui la séparation a été un moment conflictuel, puis ensuite, ça se replace. Donc, c'est momentané, donc ça ne s'inscrit pas dans la chronicité. Donc, c'est probablement, si on revient à la définition de Catherine, ici, ça peut être très intense, mais pas nécessairement chronique. Bon, est-ce que l'enfant, dans ce moment-là, a des difficultés? Probablement que oui. Mais est-ce que ça va se replacer? Parce qu'il va y avoir sûrement d'autres facteurs qui vont venir jouer ici. Et donc, peut-être on pourrait les voir comme intervenant, on pourrait les voir, mais il y aurait vraiment beaucoup de choses qui seraient plus faciles de mobiliser dans une intervention. Ensuite, on a des parents, on a plutôt comme un renouveau, dans le fond, c'est que ça allait pas bien avant la séparation. La séparation vient marquer un moment où, enfin, chaque parent peut exercer son rôle de parent sans que l'autre intervienne, puis ça les apaise. Donc, dans le fond, ils disent, on fait chacun nos affaires, on est en parallèle, on communique, mais on arrive à... où c'était pas un bon conjoint, mais c'est un excellent père, et donc, moi, j'arrive, la séparation fait tout simplement que ça nous rapproche dans un sens. Donc, ça diminue les conflits. Puis, vous avez, comme tantôt, une ligne où ça augmente. Donc, ça se peut que ces parents-là, on ne les voit pas arriver dans les services avant un bon bout de temps, mais on aurait pu prévenir probablement des choses. Donc, cette ligne-là est potentiellement des clients aussi. Puis, bien encore là, on a des gens que ça va toujours bien avant la séparation, pendant la séparation, après la séparation, ça va bien. Donc, c'est pas des gens qu'on a tendance à croiser souvent dans les services. Parce qu'on entend souvent, dans le discours, dans les milieux, mais aussi dans la recherche, ça ressort aussi que c'est des situations qui prennent beaucoup d'espace dans les dossiers, qui prennent beaucoup de temps, de ressources. Donc, à un moment donné, des chercheurs se sont dit, ben, il y en a combien? Je vous présente les résultats d'une étude de Michael Saini qui a fait en 2013, donc il commence tranquillement à dater, hein, puisque nous sommes en 2018. Mais tout de même, c'est quand même les plus récents parce que c'est quand même un échantillon important. C'est sur l'ensemble des dossiers suivis par les services de protection de la jeunesse, les chercheurs ont regardé combien avaient des démêlés à la cour, en fait, avaient un dossier à la cour pour la garde de l'enfant.
Et là, dans cette étude-là, on ne sait pas si les gens se chicanent ou se chicanent pas. Mais on le sait qu'ils sont à la Cour supérieure pour régler la garde de leur enfant. Et ça représente 12% des dossiers. Ça, c'est pour le Canada, mais ça exclut les données du Québec. Les données du Québec, on a la chance d'avoir le rapport de l'INES en 2016. Puis dans le fond, juste pour peut-être replacer, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux figures de cas, deux façons d'entrer dans le système. Les parents sont signalés, on constate qu'il y a des problèmes chez l'enfant à cause du conflit de séparation. Puis des fois, ils rentrent, puis qui représentent une forme de mauvais traitement psychologique. Des fois, ces parents-là arrivent dans la DPJ, ces enfants-là arrivent dans la DPJ parce que, pour une autre raison, mais que l'évaluation ou le travail, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un conflit sévère de séparation. Ce que les données de l'INES nous disent, c'est que parmi tous les signalements pour mauvais traitement psychologique, 14,8% concernent des conflits de séparation. Donc, les mauvais traitements psychologiques sont dus au conflit de séparation dans 14,8% des signalements. C'est ça. On ne sait pas après, dans les dossiers, on n'a pas de chiffres à l'application des mesures, comme pour les gens qui sont à l'application des mesures, ça représente quelle proportion de dossiers? Ça, actuellement, à moins que je suis passée à côté de quelque chose, mais ça me surprendrait, on n'a pas de dossier. Mais on le sait que c'est 14,8% des signalements pour MTP qui sont dus à conflit de séparation. Et c'est le deuxième motif, le premier étant pour violence, en raison de la violence conjugale. Cette partie-ci, ça va faire peut-être une petite bulle dans la présentation, mais c'est en lien avec vraiment l'adaptation de l'enfant. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on connaît sur l'adaptation de l'enfant au conflit. Donc, ça fait référence à impact observable ou supposé sur l'enfant. Là, j'ai mis les connaissances s'accumulent parce que ça, c'est un peu comme je me sentais la semaine passée. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Il y a tellement de choses qu'on sait. On peut voir des grandes listes de facteurs de risque, de facteurs de protection. Il y en a vraiment beaucoup de choses. Et donc, ce qui peut être difficile, c'est un peu de dégager ce qui est essentiel de ça, tout en tenant compte, c'est sûr que moi, je suis une chercheure, donc je porte plus d'attention je porte beaucoup d'attention à certaines caractéristiques des échantillons qui font que je me dis, c'est-tu généralisable à tous les échantillons? Est-ce qu'on est capable de faire des grands sauts comme ça dans différents types de clientèle? Et donc, moi, j'essaie de regarder ça. Donc, c'est vrai que les connaissances s'accumulent, mais en même temps, on peut avoir encore certains doutes sur certaines choses. Puis, je ne voulais pas nécessairement transmettre tous mes doutes et toutes mes connaissances. C'est pas ça l'objectif, mais c'est plutôt de voir comment ça a été réfléchi, ce champ-là, je dirais. Donc, conflit et difficulté de l'enfant, ça, là, conflit comme facteur de risque, là, ça, c'est connu, là, je n'étais pas née dans ce temps-là, mais comme Barabas en passant, comme on dit au Québec, là, c'est comme c'est devenu comme très, très sûr. Le conflit entre les parents, c'est un risque, ça augmente les risques que l'enfant présente des difficultés, puis la nature de ces difficultés-là est très diverse, là. Donc, on a... C'est sûr, les comportements intériorisés, les comportements extériorisés, mais il y a des choses qui ont été faites pour montrer que ça a un lien avec l'estime de soi, la santé physique, le sommeil. Maintenant, il y a des études avec le fonctionnement du cerveau. Il y a toutes sortes de choses, le scolaire, la prise d'alcool, l'anxiété. Il y en a, on ne pourrait pas faire le tour. Le risque, oui, c'en est un. Si on regarde maintenant les problèmes, là, il y en a une pléiade d'articles sur conflits et difficultés d'adaptation de l'enfant. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai encore vu en 2019, ce qui est quand même incroyable. J'ai essayé de prendre des études. Là, ils datent plus parce que c'est pas toutes les études qui vont aller chercher des problèmes cliniques de l'enfant. Donc, au-delà du fait qu'il y a un lien entre les deux, est-ce qu'il y a des problèmes cliniques chez l'enfant? Donc, ici, je vous ai présenté 3 études. Ces études-là ont été faites avec des parents un peu dans la perspective de Catherine et de Michael Sini. Donc, des échantillons qui sont là pour litige concernant la garde. Pas toujours de mesure des conflits. Donc, on a vu que ce n'est pas toujours égal. Donc, McIntosh et Long, eux autres, en 2005,
il y avait un groupe de parents qui étaient référés pour de la médiation. Soit c'était mandaté, soit c'était volontaire. Eux autres, ils ont mesuré les conflits, puis ils arrivent avec à peu près 42% des parents qui avaient un conflit élevé. Avec violence, ici, ça signifiait... la mère... Ah oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, la mère elle avait un ordre de la Cour pour violence conjugale. Donc, il y avait 14% des cas de cet échantillon-là qui avait aussi une mention de violence conjugale. On arrive avec 31% des enfants qui franchissent le seuil clinique ou qui sont à la limite. Dans un autre échantillon, encore qui ont des données sur le plan clinique, Trinder, en 2008, eux autres, c'était de la médiation mandatée. La violence était mesurée, c'était violence ou abus, là, j'aurais pu ajouter cette information-là sur la diapo. Donc, un des parents, ici c'était la mère qui dit que la violence peut rendre les arrangements de garde difficiles. L'autre parent est trop sévère, ou il pense que l'autre parent pourrait être négligent envers l'enfant ou être trop sévère. Donc, on voit ici que la définition est beaucoup plus large, là, pas nécessairement de la violence conjugale. Là, on arrive quand même avec 43% de situations qui franchissent le seuil clinique pour les enfants. Un autre échantillon où ce sont des parents référés à la protection de la jeunesse, cette fois-là. Donc, avec mention de violence donc, ici, c'était vraiment une définition large de la violence. Donc, y a-t-il eu un moment dans votre relation avec votre ex-conjoint où vous avez eu peur de lui ou il a eu peur de vous? Okay? Donc, c'est une définition un peu plus large. Là, ici, on arrive quand même avec un 50% de cas. Ça, pourquoi je souligne violence? Parce que c'est souvent des choses, ça dépend quel bout de la lorgnette on prend. Hein? Donc, si on prend le bout de la lorgnette protection de la jeunesse, Catherine a parlé, il y a beaucoup de choses différentes, elle va en reparler pendant la présentation. Si on prend des échantillons généraux, on n'arrive pas nécessairement avec les mêmes chiffres de complexité de famille. Là, ici, je vais vous présenter une de mes études où on a un petit échantillon au Québec, c'est non représentatif. Moi, je m'intéresse à ça quand même. Quand est-ce que c'est haut ou quand est-ce que c'est trop qui est pour l'enfant? Puis là, on a fait un exercice, on avait un échantillon d'à peu près 125 enfants qu'on a recrutés dans les écoles de manière complètement volontaire. Les parents acceptaient de participer. Puis tout simplement, on se promenait dans les écoles, on envoyait un petit feuillet. Puis là, on a demandé aux enfants de nous parler du conflit entre leurs parents séparés. Et on a fait l'exercice statistique de se dire, est-ce qu'on a deux populations à l'intérieur de notre groupe? Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on arrive à distinguer des hauts niveaux et des bas niveaux? Non pas sur la base d'un pourcentage, mais avec une forme d'analyse statistique qui nous arrive avec un seuil clinique, pas un seuil clinique, pardon, un seuil qui nous permet vraiment de diviser ces deux populations-là. La rouge est moins nombreuse, hein? Il y a moins d'enfants qui évaluent, nous autres on a à peu près 30% de notre échantillon là, qui évaluent que leurs parents sont en conflit. Puis, en fixant un seuil comme ça, on arrive du côté rouge, là, avec 44% des enfants qui présentent des problèmes intériorisés. Les problèmes extériorisés, on a un moins bon score de prédiction. Là. On voit qu'on est moins... mais quand même, ça double le risque avec un seuil comme ça dans les enfants d'une école, d'école du Québec. Là, puis se dire, quand même, juste en mesurant le conflit de la perception de l'enfant du conflit entre ses parents, puis en se disant, OK, on essaie d'établir qui envoie plus de conflits, on arrive quand même à doubler le risque là, de seuil clinique. Ça veut dire que c'est vraiment un risque, on peut dire c'est vraiment un risque sur le plan clinique pour les enfants. Donc, comment on fait, là, je vous ai juste présenté un portrait, comment on fait pour expliquer l'adaptation de l'enfant dans un contexte comme ça? Puis au début, là, parents divorcés ou séparés, là, c'était comme équivalent de relations conflictuelles entre les parents. Il n'y avait pas de nuance. Tu te séparais, ben, c'était automatique que ça allait pas bien, les parents chicanaient. Donc, c'était comme automatique, on ne se posait pas la question. Donc, on ne regardait pas le risque, on regardait juste la séparation. Puis, ben, au début, les premières recherches, ben, séparation égalait problème pour l'enfant. Il n'y avait pas non plus de variabilité, on ne se posait pas la question, est-ce que ça va poser des problèmes? Non, on appelait ça des enfants du divorce. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux pour s'en rappeler de cette expression-là, mais c'était pour dire que c'était comme un automatisme. Là, mais on regardait aussi la discorde chez les parents de familles intactes. Puis aussitôt qu'il y avait de la discorde, on disait qu'il y a des problèmes, ça occasionne des problèmes pour les enfants. Là, maintenant, on est beaucoup plus nuancé dans toutes nos recherches à ce sujet-là. Puis je me suis quand même permis de faire
petite mise en contexte. Dans les années 90, quand on parlait de séparation conjugale, encore là, on s'est mis à se dire, OK, c'est pas tous les enfants, là, peut-être un petit peu avant aussi, là, mais c'est pas tous les enfants qui vont présenter des problèmes. Il va y avoir de la variabilité selon les enfants et les contextes. Puis, c'était les conflits qui étaient un des éléments explicatifs de la variabilité, le plus grand. Puis, une des questions de l'heure à ce moment-là, c'était le conflit versus la structure familiale. Donc, les parents en conflit devraient-ils demeurer ensemble pour le bien-être des enfants? C'était une des questions scientifiques qui a fait quand même couler pas mal d'encre. Toutes ces études-là qui ont été faites à cette époque-là nous ont comme fait une genre d'échelle de risque, là, dans le fond. Ça disait, bien, si tu es en famille intacte, harmonieuse, les enfants vont mieux. Si tu es en famille séparée, mais harmonieuse aussi, les enfants vont bien. Ensuite, c'est intact conflictuel. Donc, les parents qui sont ensemble mais qui ont des conflits, bien, là, les autres, ils vont moins bien qu'une famille qui n'a pas la structure familiale intacte. Puis ensuite, on arrivait à la séparation conflictuelle. Donc, la famille qui cumule deux risques, à la fois la structure qui a changé, les changements que ça occasionne, le revenu, etc. Et en même temps, le conflit qui est le facteur de risque relationnel super important. Donc, on est arrivé à une gradation du risque. Puis on a dit, bien, les enfants, dans le fond, qui sont en famille séparée, bien, ils ne vont pas vivre plus de problèmes que d'autres enfants s'ils n'ont pas d'autres risques en même temps. Et là, on s'est mis à travailler sur le conflit, donc la sévérité du conflit. C'est comme si on a redivisé la dernière séparée conflictuelle, on l'a redivisé, puis on a dit, hey, là-dedans, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est pas un seul groupe, c'est hétérogène, ça aussi. Fait que là, c'est comme si on raffine la dernière catégorie en disant, dans une famille séparée, quand on dit conflictuel, bien, il y a de la place pour toutes sortes de choses à regarder. Et là, donc, on se pose la question, est-ce que la séparation accompagnée de conflits entre les parents, qu'est-ce que ça va donner sur l'enfant? Là, je vous ai fait exprès un petit modèle statistique parce que l'idée, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est quoi les variables qui, entre les deux, vont expliquer les problèmes sur l'enfant. Ce que ça dit, c'est que c'est pas automatique. Même s'il y a le risque des conflits, il n'y a pas nécessairement un lien direct avec les problèmes d'adaptation de l'enfant. Il y a il y a plusieurs variables intermédiaires, mais on peut dire comme des processus ou des zones où on peut intervenir parce qu'il y a des choses qui jouent entre les deux. Ce n'est pas nécessairement direct entre les deux. Puis là, les petites flèches là, sur les autres flèches, ça peut dire que est-ce que c'est pire pour les filles, est-ce que c'est pire pour les enfants plus jeunes, tout ça. Donc, il y a tout un courant d'écrits qui nous parle de ça. Qu'est-ce qu'on a appris de ces recherches-là? Donc, on a appris à partir de ce qu'on savait sur la séparation. Donc, on n'a pas fait fi de toutes les connaissances qu'il y avait sur la séparation conjugale parce qu'on s'est mis à s'intéresser aux familles conflictuelles séparées. On a quand même basé sur ce qu'on savait déjà, puis on est allé le tester dans les familles selon les niveaux de conflit ou dans les familles où on savait, où on pensait qu'il y avait beaucoup de conflits, comme les familles qui se séparent et qui ont des conflits pour la garde de l'enfant. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure. Mais là, dans ce contexte-là, de la famille séparée, on s'est mis à étudier donc des modèles familiaux, des contextes familiaux plus complexes, avec beaucoup d'indicateurs de conflits, des conflits légaux, des conflits attitudinaux, des conflits relationnels, toutes sortes de contextes, comme je vous ai présenté au début, des contextes avec de la violence, des contextes où il n'y en a pas, mais il y a beaucoup de conflits légaux qui durent depuis des dizaines d'années, des contextes comme moi j'ai étudié qui sont plus des familles tout venant, donc avec plus ou moins de chronicité. Donc on s'est mis à étudier toutes sortes de contextes. On a mis l'accent sur des processus familiaux, donc la coparentalité, la parentalité, la triangulation. Donc si je revenais à la diapo avant, on dirait que le X, Y, Z, là, ça tiendrait dans des processus familiaux beaucoup. Et ensuite, il y a eu beaucoup de questions sur le partage du temps parental, le rôle du père et de la mère dans ce contexte-là. Donc, il y a eu toute une vaste littérature sur est-ce qu'on doit favoriser les contacts entre le parent et l'enfant quand les parents sont en conflit. Donc, vous voyez, ça, c'est des questions sûrement que vous avez déjà entendues. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, puis un petit peu sur les caractéristiques de l'enfant aussi. Mais ça, grosso modo, c'est ce que ce courant de littérature-là nous a appris. Je vais y revenir tout à l'heure, mais beaucoup les contextes familiaux complexes
et des processus familiaux vraiment comme intermédiaires entre le conflit et l'adaptation de l'enfant. C'est là que j'en arrive à pendant ce temps. Okay. Donc, pendant ce temps, chez les familles intactes ou biparentales. Pourquoi intact ou biparental? Intact, là, il y en a qui vont dire, c'est donc bien péjoratif, là, mais c'est l'idée d'avoir les mêmes parents qu'à ta naissance, disons. Biparental, pourquoi je l'ai ajouté? Parce qu'il y a beaucoup d'études, un certain nombre d'études sur les familles intactes, que c'est pas tant que ça soit intact, l'important pour eux, c'est qu'il y ait 2 parents. Fait que ça va arriver, si on ne porte pas attention, qu'il y a des familles séparées, dans le fond, qui sont recomposées. Donc, ils ont mis les beaux-parents avec les parents, parce que leur objectif, eux, c'est d'étudier quand 2 parents se chicanent, ou 2 figures parentales se chicanent. Donc, c'est pour ça qu'on peut y mettre ensemble intact et biparental, pas tout le temps. Il y en a de plus en plus maintenant, ils vont diviser les affaires parce qu'ils se rendent bien compte que peut-être qu'il s'est passé de quoi pour les enfants qui ne sont pas avec leurs parents biologiques ou adoptifs, mais ils mettaient ça dans le même paquet. Donc, ici, c'est des modèles explicatifs. Ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'était ces gens-là, sur les familles intactes, ont beaucoup travaillé sur conflits maritaux et problèmes de l'enfant. Donc, ils ont dit, les conflits, là, c'est inévitable, il y en a dans toutes les familles. Donc, comment et pourquoi est-ce que l'enfant est affecté par les conflits entre ses parents? Fait que là, eux autres, là, ils ont travaillé super fort sur ce genre de modèle-là. C'est incroyable. Ils ont travaillé, puis encore maintenant, c'est beaucoup des... Ils ont vraiment cherché qu'est-ce qui explique le lien entre les conflits interparentaux et les problèmes de l'enfant. Ça fait 30 ans, plus que ça même, puis encore aujourd'hui, là, c'est des petites nuances entre si je fais varier telle chose, si se passe telle affaire. Comme je lisais, pas celle nécessairement qui est publiée en 2019, mais mettons une en 2018. Par exemple, ils vont demander à des parents s'ils veulent que leur enfant participe, là, évidemment. Puis là, il va avoir une mère. Puis là, elle va faire semblant d'avoir un téléphone avec son conjoint, avec le papa de l'enfant. Puis là, elle a un petit scénario, en fait, donc l'actrice. Fait qu'elle a un scénario de querelle, de discorde avec son conjoint. Puis elle a choisi exprès le scénario qui est plus plausible, qui pourrait arriver dans sa famille. Genre, tu fais jamais ce que je te demande, ou c'est toi qui étais supposé d'aller chercher l'enfant à telle place, puis t'es pas allé. Puis c'est pas la première fois qu'on en parle, puis bon. Donc, elle fait ça. Puis là, après ça, dans le scénario, là, à la fin, là, soit elle dit « Ouais, c'est toujours pareil, OK, d'abord, bye. » OK? Puis l'autre scénario, elle dit « Ouais, je comprends, oui, c'est vrai, hein, t'as eu telle affaire, bon, c'est pas vrai, bye, je t'embrasse, on se voit ce soir. » Okay? Donc, 2 scénarios avec des fins différentes. Puis, ensuite, ils mesurent sur l'enfant, ça peut être ses réactions physiologiques, comment il se sent, est-ce qu'il se sent menacé par le conflit, tout ça. Donc, ils travaillent vraiment beaucoup sur les caractéristiques du conflit. Donc, en mettant particulièrement l'accent sur le mode de résolution du conflit, parce que ça leur est apparu au fil du temps comme peut-être la dimension la plus importante à travailler et éventuellement à travailler avec les parents. Donc, oui, on peut se séparer, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Ou se chicaner, pardon, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est est-ce que je suis capable, à la fin d'un argument, d'apaiser les choses ou même d'expliquer à l'enfant s'il n'est pas là. Et en fait aussi des petites vignettes de toutes sortes d'affaires. Mettons, le parent, mettons, il y a une chicane, puis là, après ça, les parents reviennent, puis là, ils disent « Bon, tout est réglé. » OK? Fait que là, donc, tout est réglé, mais l'enfant ne sait pas comment. Fait que là, ils se sont aperçus que si l'enfant était... C'est sûr que s'il voyait que le conflit était réglé, ça l'aidait, mais si on lui expliquait comment ça s'était réglé, c'est encore mieux, parce qu'il apprenait de la résolution de conflit, mais aussi il apprenait comment ça s'était passé, ça lui donne peut-être du contrôle, ou ça moins menacé sur la situation par rapport à la situation. Donc, le mode de résolution de conflit est super important dans ce champ-là d'études. Rôle de l'enfant, donc beaucoup l'accent sur la perception de l'enfant par rapport au conflit, ce qui est peut-être moins le cas dans un certain nombre d'études sur la séparation hautement conflictuelle, où on va mettre moins l'accent sur la perception de l'enfant en regard du conflit entre ses parents. Donc, c'est un champ d'études qui nous a beaucoup appris sur l'enfant. Puis qu'est-ce qu'il comprenait, puis qu'est-ce qu'il ne comprenait pas, puis comment il se sentait dans ces situations-là. Et on travaillait, entre autres, aussi sur le contexte familial, mais beaucoup sur l'idée de la contagion. Donc, des parents en conflit, ça a un impact sur la parentalité. Puis, on travaille un peu aussi sur les caractéristiques de l'enfant, l'âge, le sexe. Bon. Et voilà.
Donc, moi, je pense que depuis les années 2000, on a vraiment tout ce monde-là qui se parle ou qui font certainement un effort pour se parler. C'est-à-dire que là, on voit une pléiade d'échantillons avec toujours la même idée des impacts du conflit. On a des parents séparés, des familles intactes, on a des situations plus ou moins complexes, des caractéristiques du conflit aussi qui varient selon les études, des méthodologies diversifiées, comme je vous en ai illustré quelques-unes, des enfants, des adolescents. Puis là, on essaie de faire un casse-tête complet avec tout ça. Et souvent, maintenant, on se cite mutuellement comme si de rien n'était. C'est-à-dire que dans un même paragraphe, on parle de quelque chose. Puis là, on met tout le monde qui a travaillé sur famille intacte, famille séparée. Moi, je pense qu'il reste encore des petites questions. Est-ce qu'on parle toujours de la même affaire? Mais certainement qu'on a appris des uns et des autres par rapport à l'adaptation de l'enfant. Donc, après ça, je vais arrêter. Donc, les principaux modèles qui ont obtenu des appuis empiriques jusqu'à présent, peu importe lequel champ. Donc, la théorie cognitivo-émotionnelle de Grish et Fincham dans les années 90. Donc, la question, mettons, de l'enfant, moi, c'est toujours cette perspective-là. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je suis responsable? Qu'est-ce que ça implique? Donc, un sentiment de menace pour l'enfant, son bien-être, ses relations. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, toutes les stratégies de coping. On voit que c'est un modèle, même si on n'avait pas parlé de conflit, là, hein, dans la séparation conjugale, il y a beaucoup de programmes pour les enfants qui étaient exactement basés sur cette idée-là, que l'enfant ne se sente pas blâmé dans le conflit, qu'il comprenne ce qui arrive, qu'il y ait des stratégies, qu'est-ce qui est sous son contrôle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux pour se rappeler du programme Entre Amis, là, qui était un programme pour les enfants de parents séparés qu'il y avait dans les écoles à l'époque. C'était exactement ce modèle-là, mais qui a été comme retrouvé, disons, dans les familles intactes, puis qui a beaucoup obtenu d'appui pour l'enfant en situation de conflit entre ses parents. Mais on voit que c'est un petit peu plus vieux, hein, parce que ça demande quand même un certain niveau de cognition, hein, pour se poser ces questions-là comme ça. Une autre théorie qui a beaucoup de soutien ou de support empirique, c'est la théorie de la sécurité émotionnelle. Donc, l'enfant, là, de Davis et Cummins, dans les mêmes années, au début, c'était comme on aurait dit, comme deux modèles un peu en compétition, parce qu'ils ne se parlaient pas, ils se parlaient peut-être dans la vraie vie, je ne sais pas, mais quand ils présentaient leurs travaux, c'était comme deux choses assez différentes, alors qu'il y a beaucoup quand même de choses communes. Donc, peut-être ce modèle-là, ce qui nous apprend où ils ont mis plus l'accent, c'est toute la difficulté de régulation émotionnelle et physiologique. Donc, au lieu de s'habituer au conflit, l'enfant devient de plus en plus susceptible de vivre des difficultés avec la chronicité. Donc, c'est considéré comme un stress prolongé, mettre plus l'accent sur cette dimension-là. Il y a beaucoup d'études qui ont mesuré le niveau vraiment de stress de l'enfant. Donc, peut-être pour les plus jeunes, c'est une façon de voir qui se généralise plus. Ils ont parlé aussi des stratégies que l'enfant utilise pendant le conflit. Donc, l'idée que plus tu essaies de t'impliquer dans le conflit de tes parents, plus tu aurais de difficultés. Ou carrément aussi le retrait qui revient à court terme, mais plus problématique à plus long terme. Et ce modèle-là est basé sur la théorie de l'attachement, donc sentiment d'insécurité relationnelle et crainte pour bien-être. Quand ils travaillaient sur les familles intactes, la grosse crainte des enfants qui était répertoriée, c'est que les parents se séparent. Et maintenant, c'est ça, on parlait par exemple de la crainte de perdre un parent ou la crainte par rapport à son propre bien-être dans cette situation-là. Et le dernier modèle dans le fond, je ne vais pas vous le présenter, mais je veux juste vous dire que c'est un modèle qui est beaucoup mobilisé là, par rapport au conflit et qui est complémentaire aux deux autres. C'est la théorie familiale systémique que vous connaissez. Donc, c'est tous les concepts de se sentir pris, triangulé. Donc, plus l'enfant se sent pris, plus l'enfant est triangulé dans le conflit, plus il y a des chances d'avoir des difficultés ou des risques de présenter des difficultés. L'enfant qui fait alliance ou qui rejette, qui ne maintient pas une bonne relation avec au moins un parent est plus à risque de présenter des difficultés. Là, je pense la parentalité, ça c'est dans tous les modèles. Donc, même, c'est tellement fort l'idée de la parentalité, un parent qui arrive à maintenir son rôle de parent en situation de conflit, qu'à un moment donné, on a dit, bon, on va arrêter de travailler sur le reste parce que ça, c'est super fort, mais il reste que d'autres choses qu'on peut, qui ressortent selon les types de problèmes que l'enfant présente. Les parentalités, donc, très importantes, les parents qui arrivent à protéger ça, même en situation de conflit, et évidemment aussi la coparentalité, qui est quelque chose aussi de très proximal pour l'adaptation de l'enfant.
Donc, la grosseur ici des boîtes n'a pas de rapport avec l'ampleur du mécanisme. Vraiment du conflit sévère de séparation. Quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je m'en vais étudier? On a convenu, Marissane et moi, que je travaillerais là-dessus. Mais bon, la première question qui m'est venue rapidement, parce que je me suis mis à lire des choses dans mes articles scientifiques, je me suis rendu compte que des fois, j'étais comme plus en train de lire du conflit qui n'avait pas de séparation, ou du conflit sévère où il n'y avait pas nécessairement de séparation, ou du conflit, la séparation. En tout cas, j'étais comme un peu mêlée. J'ai eu besoin de débroussailler. Et il y avait quelque chose qu'on entendait souvent, c'était qu'il y en a de plus en plus. Alors, une des premières choses que j'ai faites, je me suis dit, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Ça, c'est difficile à dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on en parle quand même de plus en plus fréquemment. Sylvie, elle disait que sur la séparation, sur le conflit, on en parle depuis les années 30. Mais le conflit sévère de séparation, j'ai fait une recherche assez simple et rapide. J'ai constaté que dans les années 80, j'ai trouvé à peu près 35 recherches vraiment sur high conflict. Et à partir des années 2000, 2010, 2016, on est monté à 333. Alors, c'est pas exhaustif, ça n'a pas de prétention, ça donne juste un indicateur qu'on en parle de plus en plus fréquemment, à tout le moins dans la littérature scientifique. Donc, une fois, bon, constat. Deuxièmement, la question suivante, c'est, mais d'où ça vient? Comment on a réfléchi? Pourquoi on s'est mis à parler de plus en plus? Alors, moi, ma perspective, j'ai fait ma thèse en travail social, donc j'avais une perspective plus macro, plus sociale, et j'ai fait un peu le tour donc du contexte social dans lequel a émergé ce concept-là. Donc, autre de dire qu'on en parle de plus en plus, Sylvie l'a bien expliqué, toute la recherche autour du conflit comme facteur expliquant, comme facteur important pour expliquer l'adaptation des enfants à la séparation. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est aussi un terme qui était paru dans un moment où les parents, en fait, il y a une progression du divorce jusqu'à peu près dans les années 80, mais dans un contexte où les parents sont de plus en plus appelés à négocier, parce qu'on se rend compte que les enfants, premièrement, ils sont de plus en plus jeunes au moment de la rupture. Ça, c'est quand même documenté. Et aujourd'hui, on conçoit que quand les parents se séparent, bien, on conçoit que les deux parents doivent rester impliqués. Donc, c'est sûr que si tu es tout seul avec ton enfant, il y a des défis qui vont t'arriver dans la vie. Là. Je ne veux pas dire que quand tu es parent monoparental, c'est le bonheur. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais à tout le moins, tu n'as pas à négocier avec quelqu'un d'autre qui est là. Donc, ça fait en sorte qu'il faut développer des stratégies, des capacités à négocier. Ça met des contextes où il y a plus de chances qu'on ait des conflits. J'ai regardé aussi un peu l'aspect politique législatif où on parle de plus en plus du conflit dans un concept qui émerge où, dans un contexte où l'État se préoccupe beaucoup comment on va aider les familles à passer, à composer, disons, avec cette transition-là qui est la rupture parentale, mais qu'en même temps, les services qui sont offerts autour des familles sont beaucoup orientés vers l'enfant, pour répondre aux besoins de l'enfant, le meilleur intérêt de l'enfant. Et en même temps, c'est arrivé au moment, en 2007, où le mauvais traitement psychologique a été inclus dans les motifs de compromission en protection de la jeunesse. Donc, ce n'est pas un seul facteur qui fait qu'on en parle beaucoup, mais disons que c'est le contexte qui explique un peu cet aspect-là. Premièrement, je ne pense pas que je vais apprendre quelque chose ici aux gens, mais c'est quand même travailler avec ces personnes-là, avec des parents en conflit sévère de séparation, c'est des défis importants pour l'intervention. C'est documenté, ça, dans la littérature. Je me promène beaucoup dans les milieux ces temps-ci. Je constate chez les intervenants que c'est des défis de travailler auprès de ces parents-là. Je voulais vous dire, après-midi, que ça aussi, c'est documenté. On est allé poser la question aux intervenants. Donc, je pense que dans la recherche, on commence à reconnaître l'ampleur.
Donc, les intervenants, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que c'est des parents qui sont exigeants et critiques envers le DPJ. Puis quand on demande aux parents, c'est quoi vos attentes envers le DPJ? C'est vrai qu'ils ont une longue liste d'attentes envers le DPJ. Il y a des parents qui disent, ben moi, je voudrais que le DPJ me blanchisse des accusations qui sont portées contre moi. Puis à l'inverse, je voudrais que le DPJ protège mes enfants contre les abus qui sont quand ils sont chez l'autre parent. On demande aussi de m'aider à quitter une situation de violence conjugale. Donc, quand on fait le tour de leurs attentes des intervenants, ces parents-là, on se rend compte que c'est vrai qu'on les attend. On le sait, comme je l'ai mentionné tantôt, que c'est des dossiers, les intervenants nous disent, ça mobilise beaucoup de ressources, de temps, d'énergie. Juste tantôt, je jasais avec des intervenants, ils me disaient, mais tu peux pas en avoir 5 là, dans tes dossiers, parce que là, c'est beaucoup trop. C'est des situations qui prennent beaucoup de temps. C'est des situations aussi que les intervenants ont l'impression que les parents tentent de les manipuler, de les trianguler, de les impliquer eux-mêmes dans le conflit. Puis ils ont l'impression que des fois, à un moment donné, ils n'arrivent plus à être un tiers neutre, puis qu'ils se sentent pris à travers le conflit. Je ne dis pas nécessairement tous les intervenants, mais les intervenants qui nomment cet enjeu-là pour eux. Il y a aussi ils vont identifier le fait que c'est des parents qui ne sont pas toujours représentés par des avocats, donc ils ne connaissent pas bien les procédures. Il y a des choses étranges qui peuvent se passer au tribunal, qui sont déconcertantes. Des fois, il y a des choses que, quand les gens avec qui tu interviens sont représentés par un avocat, il y a comme des morceaux qui peuvent se régler entre avocats, entre notre avocat comme DPJ puis l'avocat du parent. Quand l'autre parent, le parent n'est pas représenté, ça, on n'a plus accès à ça. Les intervenants nomment aussi qu'il y a beaucoup de pression du système judiciaire, les intervenants du DPJ. Bien, prenez position à qui on va donner la garde de cet enfant-là. Puis les intervenants du DPJ disent, bien, c'est pas ça mon expertise. Mon expertise, c'est d'aider par rapport à la maltraitance. Moi, là, je ne sais pas la garde. C'est pas quelque chose que j'ai développé nécessairement une expertise. Et les intervenants vont nommer qu'il manque de formation pour aider. Puis je pense que l'intérêt suscité par ce sujet-là, mais je pense que c'est effectivement un besoin. Les parents, il n'y a pas des enjeux que pour les intervenants. Les parents aussi, ils trouvent le processus. Plusieurs parents, en fait, les quelques études qualitatives sont allées interroger les parents. Là, en fait, je pense que c'est pas mal ça, pas mal ces 4 études-là. Les parents vont dire que le processus est extrêmement difficile. Ils sentent qu'on ne prend pas nécessairement en considération leurs besoins et ceux de leurs enfants. Il y en a qui vont dire, j'ai l'impression que j'arrive avec des niaiseries, des choses bénignes. Niaiseries, ça c'est traduction québécoise d'une étude anglophone. Donc, des choses bénignes. Puis que l'intervenant en protection de la jeunesse a des choses bien plus importantes que ça à s'occuper. Ils vont se dire, se sentir frustrés par la lourdeur du processus. Je pense que ça, quand on interroge les parents, peu importe la problématique, ça ressort souvent. Ils sentent aussi des parents qui vont dire, ben, j'ai perdu toute crédibilité dans ce que je disais à l'intervenant quand l'intervenant a compris qu'on était séparés. Et là, c'est comme si, aussitôt, on est considéré comme c'est parce que ce que tu reproches à l'autre parent, c'est parce que tu es séparé. Et parfois, il y en a qui vont nommer aussi qui se retrouvent dans une situation paradoxale où, dans leur vie, ils ont rencontré des intervenants qui les ont encouragés à quitter une situation de violence conjugale. Peu importe. Et là, ils quittent enfin. Et là, le DPJ, pour X raisons, arrive dans leur vie. Et le DPJ va leur dire, ben là, il va falloir que tu t'entendes avec ton ex. Donc, on leur reproche de rester dans une situation de violence, puis après ça, ben, on leur reproche de ne pas assez composer avec l'autre parent, puis de mettre au cœur leur priorité les besoins de l'enfant. C'est pas tous les parents qui vont nommer ça, là. Ça c'est des études qualitatives, mais c'est des choses qui ressortent. Alors, on a nommé tantôt, Sylvie l'a identifié, puis je l'ai dit aussi en début de présentation. En fait, ce que je vous dis là, les préoccupations des intervenants, les préoccupations des parents,
on va les retrouver dans la façon dont on définit ou on décrit plutôt le conflit sévère de séparation. Donc, il faut faire attention, il n'y a pas de consensus autour de ça. Moi, pour l'exercice de cet après-midi et aussi pour l'exercice, pour écrire un petit dépliant là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aller mettre la loupe sur certaines caractéristiques qui ressortent souvent quand on parle des conflits sévères de séparation. Donc, c'est pas exhaustif, mais disons, j'ai mis la loupe sur les morceaux qui étaient selon moi les plus problématiques en effet. Mais de façon générale, quand on va parler du conflit sévère de séparation, on va beaucoup parler du vécu individuel. Qu'est-ce que le conflit fait vivre à l'enfant? Donc, on va parler de l'impact du conflit sur l'enfant. Sylvie l'a bien expliqué. On va aussi parler de ce que ça fait vivre aux parents, à toutes leurs émotions, et on va aussi beaucoup parler des problèmes de santé mentale des parents. Je vais y revenir. On va aussi parler des interactions. Pour parler, on va décrire comment ces parents-là interagissent à toutes sortes de niveaux. On va parler, par exemple, qu'ils ne sont pas capables de régler le conflit, donc je l'ai même nommé, conflit sévère de séparation. On va d'abord identifier ces parents-là comme des gens incapables de résoudre leur conflit, mais on va des fois aller plus loin en parlant de leurs interactions, leur stratégie de communication, le blâme, la coparentalité difficile, la méfiance envers nos parents. Mais ce qui revient souvent, c'est qu'on va considérer que c'est un conflit qui est alimenté par les deux parents. Et il y a toute la question des comportements violents, qui est un enjeu important, qui revient, que je vais aborder plus dans le détail. Et on va aussi parler de ces familles-là comme des gens qui vont impliquer les gens à l'externe, d'acteurs externes, puis on va parler d'eux comme, que moi, je vais essayer de nommer recours répété au service, mais que disons que les intervenants, puis si on demande au juge, dans la thèse d'Elisabeth, ils vont dire c'est des dossiers épais comme ça. Et c'est des gens qui vont sursolliciter les systèmes judiciaires, le système de la protection de la jeunesse, mais aussi l'ensemble des services. On va souvent dire que les parents conflits sévères, c'est des parents qui ont ces caractéristiques-là. Il n'y a pas nécessairement de consensus autour de ça, mais c'est des morceaux qui reviennent. Il y a une affaire, par exemple, Sylvie l'a abordé, c'est que le conflit sévère de séparation, c'est des situations qui perdurent dans le temps. C'est l'aspect de chronicité. Je vais reprendre chacune des caractéristiques, puis je vais regarder avec vous ce que ça amène comme réflexion, ce que ça m'a amené comme réflexion. C'est difficile actuellement, ça revient, c'est des situations, il y a des problèmes, c'est des parents qui présentent des problèmes de santé mentale. Sauf qu'actuellement, on n'a pas les devis dans la population des conflits sévères de séparation pour savoir si les problèmes de santé mentale qu'on observe, est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que madame fait une dépression parce que ça a été trop difficile, la rupture, ça se passe trop difficilement, ou c'est la dépression de madame qui cause le conflit? Madame a eu une dépression, monsieur n'en pouvait plus, il est parti, puis là on se sépare, puis on chicane. Ça, c'est pas nécessairement clair. Par contre, de plus en plus, on tend à dire, mais ça serait peut-être un facteur de maintien du conflit. Mais ça pose la question à la deuxième caractéristique, c'est si on a une situation où c'est un des deux parents présente un problème de santé mentale qui fait en sorte, dans sa structure, d'alimenter le conflit, est-ce qu'on peut considérer qu'un conflit sévère de séparation, c'est toujours des situations où les deux parents alimentent à part égale le conflit, ou c'est des situations où il peut y arriver parfois que c'est un parent qui n'arrive pas à composer avec le problème de santé mentale de l'autre parent, ou encore qu'il essaie juste de faire avec. Donc ça, c'est pas mon hypothèse à moi, c'est Friedman en 2004 qui remet beaucoup en question le postulat de dire mais c'est toujours des parents qui alimentent à part égale le conflit. Il y a aussi toute la question des comportements violents. Et ça, c'est un sujet à haut risque.
d'en parler, mais je me dis, on ne peut pas passer à côté. Parce que c'est tout un débat. Il y a des tenants, des gens qui vont dire que la violence, ça fait partie des conflits sévères de séparation, c'est une caractéristique. Il n'y en a pas toujours, mais il peut en avoir. Puis on est encore dans une situation de conflit sévère de séparation. Et il y a des tenants, complètement d'une autre posture, qu'à partir du moment où on observe des comportements violents ou de la violence conjugale, on est complètement dans un autre phénomène. Il y a une position de Anderson en 2010 qui s'est beaucoup inspirée de toute la littérature sur la violence conjugale, qui a essayé d'arrimer ça avec le conflit sévère de séparation, et qui, lui, sa posture, qui présente quand même un intérêt, mais il peut avoir de la violence dans un conflit sévère de séparation, mais elle va être différente de la violence conjugale. Donc, lui, son idée, c'est que en conflit sévère de séparation, on va être beaucoup plus dans la violence situationnelle, puis qui va s'appuyer sur la typologie de Johnson. Lui va dire qu'on va être plus dans la violence situationnelle que dans le terrorisme intime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un parent qui domine l'autre, qui lui est victime d'abus, de violence de la part de l'autre, on est plus dans du terrorisme intime. Il y a quelque chose aussi de chronique qui perdure dans le temps, puis on appelle ça un régime de terreur. Ça, de la violence conjugale. Tandis que du conflit sévère de séparation, c'est de la violence, ça pourrait être, par exemple, une violence situationnelle où il n'y a pas quelque chose de chronique. C'est arrivé quelques fois, là, il ne nomme pas un nombre de fois, mais que ça peut être là. Ça peut être à ce moment-là de part et d'autre, où il y a eu des comportements violents des deux côtés. Elle est intéressante, sa proposition, parce que, pourquoi moi, j'arrive pas à m'en débarrasser, entre guillemets, de toute cette question-là de la violence conjugale. Moi, j'aimerais ça jamais l'aborder dans mes présentations ou dans mes écrits, mais pourquoi elle est comme tout le temps là? C'est parce que quand on étudie les quelques études qui ont vraiment regardé, par exemple, les populations en DPJ ou les études qui ont fait le lien avec la Cour supérieure puis la DPJ, puis qui ont essayé d'aller voir ces populations-là, les comportements violents, ça revient régulièrement. Il n'y en a pas dans toutes les situations, mais il y en a. Donc, lui, Anderson, il règle un petit peu ce problème-là, puis en même temps, il reconnaît qu'il y a des situations où il y a des inégalités de pouvoir. Il faut faire attention avec cette typologie-là. Je ne veux pas dire que lui dit ça, mais qu'il faut quand même porter attention que c'est pas parce que ça arrivé une fois dans une violence situationnelle que le conflit, la violence qu'on peut retrouver dans le conflit sévère de séparation est moins importante ou est moins grave que dans les situations de violence conjugale. Ça peut être arrivé juste une fois, mais ça peut avoir fait très mal à toutes sortes de niveaux, psychologiques, physiques. Donc, il faut faire attention de ne pas minimiser. Lui, Anderson, il a écrit ça en 2010, son article, disons, fondateur de toute cette posture-là. Mais Johnson, lui, qui écrit beaucoup sur la violence conjugale, lui, a continué à réfléchir sur la violence conjugale. Sa typologie a quand même évolué depuis les dernières années. Et lui-même reconnaît, en fait, il peut avoir de la violence mutuelle, il y a toutes sortes de violences conjugales. Donc, lui, sa recherche continue, sa réflexion continue d'évoluer. Mais ce qui est intéressant dans la typologie de Johnson, dans la typologie d'Anderson, c'est qu'ils tiennent compte du contexte. En fait, c'est ça. C'est que qu'on réfléchisse avec des situations de violence conjugale, qu'on réfléchisse en conflit sévère de séparation, il faut tenir compte du contexte dans lequel se sont déroulés ces comportements violents-là. Pas les minimiser, il faut bien comprendre, mais vraiment pour comprendre, pour se faire une bonne tête sur la situation. Ceci dit, c'est difficile. Parce que ce qu'on se rend compte, puis c'est une question que je pose parce que c'est pas prouvé. On est encore à l'état de réflexion autour de ça. Est-ce que ça se pourrait que des fois, on considère des conflits sévères de séparation comme des situations où les parents ne sont pas capables de trouver un terrain d'entente, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas été capable de détecter la violence conjugale pour toutes sortes de raisons.
Donc, ça se pose une question. Ceci dit, qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas sur la différence entre les deux concepts, mais tout le monde s'entend pour dire que quand il y a de la violence, il faut adapter notre intervention auprès de ces familles-là. Moi, je n'ai pas tourné mes feuilles pour faire la mesure. Il faut adapter notre façon d'intervenir dans ces situations-là. Il faut faire attention. L'enjeu, le fin fil sur lequel il faut marcher, c'est à la fois de ne pas revictimiser une femme qui aurait pu être victime de violences conjugales en la mettant dans des situations, en la mettant devant son abuseur, mais en même temps, il ne faut pas se retrouver partie prenante du conflit, puis continuer à l'alimenter bien malgré nous. Donc, c'est super facile d'écrire ça sur une diapositive, c'est vraiment plus difficile rendu une fois sur le terrain. Ça, c'est certain. L'autre caractéristique, c'est le recours répété. C'est un défi pour les intervenants parce que ces parents-là investissent intensément les services. Donc, les intervenants, ils doivent composer avec des allégations qui vont se multiplier. Je ne sais pas si je me demande ça. Ces parents-là, vont... en fait, ça, c'est documenté. Signaler, et quand le dossier est fermé, il y a 3 fois plus de risques qu'il soit réouvert. Ça, c'est les chiffres de Michael Seni. Il y a 3 fois plus de chances qu'il soit ouvert de nouveau. Donc, ça, c'est quand même documenté. C'est pas juste une impression clinique. C'est vrai que c'est des gens qui investissent intensément les services. Une façon, en fait, une chose à laquelle on fait souvent référence quand on parle de recours répété au service, c'est toute l'histoire des fausses allégations. On va dire souvent que c'est des parents qui vont utiliser les services, qui vont signaler, puis qui vont être de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir nuire à l'autre parent, ils vont vouloir se venger. Disons qu'il y a un autre courant, puis à un moment donné, les chiffres nous amènent à nous demander, OK, ça peut exister qu'il y a une volonté de nuire à l'autre parent, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est aussi parce que c'est des parents qui sont réellement inquiets de ce qui se passe, pour toutes sortes de raisons, de ce qui se passe dans l'autre, quand l'enfant est dans l'autre domicile. Et c'est, avant de revenir sur tous les mères, et c'est un des grands défis dans le milieu d'intervention, c'est de départager le vrai du faux et de l'inquiétude et de la vengeance de la mauvaise foi. Quand on dit de ne pas être triangulé dans la situation, mais ça fait partie d'un réel défi. Et il y a des auteurs qui, ça c'est pas nécessairement documenté, mais qui vont dire, mais c'est souvent, ils ont cette posture-là de dire, mais c'est souvent les mères qui sont accusées de surutiliser les services puis de faire des fausses allégations. On n'a pas beaucoup de chiffres, mais les chiffres qui commencent à sortir sont quand même assez intéressants. Toujours M. Seni, en 2013, est allé voir les dossiers où il y a un conflit pour la garde de l'enfant. Et est allé vérifier si les faits ont été corroborés ou non, si le DPJ a dit oui, c'est vrai, le signalement, il y avait des réelles inquiétudes, puis il était aussi allé évaluer, demander aux intervenants, OK, si c'est pas vrai, la personne, est-ce qu'elle était de bonne foi quand elle a signalé ou elle n'était pas de bonne foi? Vous pensez que ça repose sur le jugement de l'intervenant. Ces chiffres-là, ce qu'ils nous montrent, c'est que, puis là, il a comparé des situations où il n'y a pas de conflit pour la garde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier à la Cour supérieure, avec des situations où il y a un conflit pour la garde. Dans 45% des situations où il y a un conflit pour la garde, bien, le DPJ a dit que les allégations qui étaient contenues dans le signalement sont vraies. Donc, une fois sur deux, les inquiétudes ont été corroborées. Qui est presque la même affaire que 49% dans les situations où il n'y a pas de conflit pour la garde. Donc, c'est à peu près pareil. Ils ont regardé dans les situations où les faits étaient non corroborés, bien, il y a seulement 13% des situations où
il y avait ça, les intentions malicieuses du signalant. C'est une traduction un peu. Mais dans le fond, que la personne était de mauvaise foi, puis elle a fait ça pour nuire consciemment. Donc, c'est à 13%. Donc, c'est loin d'être la majorité des situations signalées. Des situations signalées. C'est seulement 13%. Par contre, c'est quand même plus que le 4% dans les situations où il n'y a pas de conflit pour la garde. Donc, c'est pas la majorité des situations, mais c'est quand même plus fréquent qu'un enfant s'est signalé, pas parce qu'on a vraiment des inquiétudes, mais parce qu'on veut se venger. En fait, tel que jugé par l'intervenant. C'est quand même 3 fois plus. Oui, c'est quand même plus. C'est quand même 3 fois plus. Mais c'est pas la majorité. Ensuite, une des choses, ben, c'est beaucoup un des préjugés que Plath avait un peu soulevé, c'est de dire que c'est souvent les mères qui utilisent ça. Mais en fait, de toutes les situations, c'est le deuxième graphique le plus intéressant sur lequel je veux attirer votre attention. De toutes les situations où les allégations n'ont pas été corroborées par le BTJ, c'est comme placé à l'inverse. C'est le père. Dans 55%, c'est le père qui avait signalé. Comparativement à 45% où c'était la mère. Donc, la majorité des signalements sont faits par des gens dont les inquiétudes sont jugées fondées par les services de la protection de la jeunesse. Et puis, c'est les pères qui formulent le plus souvent des allégations qui sont non fondées. Donc, c'est comme deux mythes. Là, c'est sûr que je n'ai pas une accumulation de connaissances, comme Sylvie le dit. Donc, il faut prendre ça un petit peu en 2018, là, 22 octobre, c'est les chiffres qu'on a. Peut-être qu'il y a plus d'études, particulièrement au Québec, on aurait peut-être des chiffres différents. Mais pour l'instant, c'est les chiffres qu'on a. Conclusion. Disons, tous ces chiffres-là et toute cette réflexion-là qui était faite, que ça m'a amené comme idée, puis je dis conclusion, mais il reste encore une dizaine de diapositives. C'est une longue conclusion. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de ressources qui sont mobilisées dans les services sociaux et judiciaires, puis on va mettre beaucoup l'accent sur l'incapacité des parents à résoudre leurs conflits et l'impact de leur comportement sur l'enfant. Mais certaines études qualitatives, donc il n'y en a pas des millions, là, il y en a peut-être d'autres, donc Cashmore et Parkinson, je pense que c'est une étude australienne, en fait, c'est pas une étude canadienne. Eux sont allés voir dans quel contexte, pour eux autres, dans quel contexte les gens signalent. Et en fait, qu'est-ce qui a amené les gens à se ramasser avec un conflit sévère de séparation ou à s'inquiéter pour le partage du temps parental. Puis ils ont interrogé des parents, ils sont allés voir c'est quoi un peu leur motivation ou leur motif, qu'est-ce qu'il y a dans le fond en dessous de ça. Puis pour lui, pour ces auteurs-là, c'est vraiment le partage du temps parental, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Pourquoi on se chicane pour avoir la garde de l'enfant? C'est parce qu'on est inquiet en premier lieu. Parce que notre enfant nous dit « je ne veux pas aller chez mon autre parent ». On va se méfier aussi envers le nouveau conjoint de l'autre parent. C'est pas tant mon ex-conjoint à moi que son nouveau conjoint qui m'inquiète. Je ne connais pas, je ne sais pas comment il va s'occuper de mon enfant. J'ai entendu dire qu'il y avait des comportements violents, bon, tout ça. Donc, c'est une méfiance envers le nouveau conjoint. Parfois, il y a des soupçons de maltraitance envers l'enfant ou des problèmes de santé mentale chez l'autre parent. Des fois aussi, l'argument, c'est de dire « mais mon enfant, il est petit pour se promener d'une valise à l'autre ». Donc, le jeune âge avec sa petite valise d'un milieu à l'autre. Donc, vont invoquer le jeune âge de l'enfant. Ça, c'est une étude qualitative. Ils sont allés voir 20 parents. Mais ça donne quand même... Ça nous sort un peu de l'idée qu'on se chicane pour se chicaner. Il y a quand même des raisons autour de ça. Disons qu'il y a un contexte qui peut expliquer ça. Il y a, je ne suis pas capable de nommer leur nom, Jevne et Andenas, qui sont
en 2015, c'est moi je le relève, oui, OK, en 2015, qui ont approfondi les motivations, puis ont fait aussi une recherche qualitative, qui ont approfondi cette histoire-là des motivations. Ils sont comme partis de Cauchemar, puis ils ont dit, OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui amène des parents à vivre des conflits comme ça? Et ils ont observé, premièrement, que l'histoire de coparentalité avant la rupture est très différente. C'est-à-dire qu'elle peut être très différente. Il y en a qui n'ont pas du tout de coparentalité avant la rupture. Ils se sont vus une fois, ils ont fait un enfant, et c'est ça, il n'y a rien eu entre eux autres. Après ça, ils n'ont jamais vécu ensemble, ils n'ont jamais élevé leur enfant ensemble, en bon français. Il y en a pour qui c'était positif avant, puis il y en a d'autres pour qui c'était difficile avant, puis ça demeure difficile, un peu comme Sylvie le soulevait tout à l'heure. Et ils ont comme distingué dans leur échantillon deux, disons, profils. Il y a des parents qui sont vraiment préoccupés pour l'enfant, disons, tous ces parents-là, des parents qui refusent que l'enfant aille chez leur ex-conjoint. Ils sont vraiment préoccupés pour eux autres et ils vont vraiment avoir de la méfiance envers l'autre. Puis en même temps, c'est ton enfant. Tu as un sentiment de responsabilité. Donc d'un côté, je suis méfiant, je ne veux pas envoyer mon enfant chez quelqu'un à qui je n'ai pas confiance. Et j'ai vraiment une responsabilité envers l'enfant. Donc, ces parents-là, on se rend compte qu'ils utilisent toutes sortes de stratégies pour protéger leur enfant qui vont au final alimenter le conflit. Ils donnaient des exemples un peu, bon, je n'avais jamais vu ça dans le terrain, mais les autres, ils ont vu ça. Par exemple, une maman ne faisait pas confiance au papa de donner à manger aux enfants. Donc, elle allait faire l'épicerie. Là, l'enfant arrivait à l'épicerie chez papa avec sa petite valise plus les sacs d'épicerie. Donc, ces stratégies-là vont amener à alimenter le conflit. Puis, dans l'article, il y a toutes sortes d'exemples. Puis, il y a des parents accusés, qui se sentent accusés. Là. Accusés, je l'ai mis en guillemets dans le sens, pas au sens légal, là, mais qui sentent que l'ex-conjoint leur fait pas confiance, sont et ils sont accusés de tous les maux. Donc, d'un côté, ils vont réfuter les allégations, donc ils vont être en mode défensif puis constamment argumenter pour dire c'est pas vrai, je ne fais pas ça. Et ils vont en même temps souhaiter une autonomie. Donc, tenter de repousser l'autre parent, arrête de venir te mettre le nez dans mes affaires. Ça, c'est la traduction libre de Catherine Turbide. Mais c'est ça le principe. Et ça aussi, ça fait en sorte qu'ils vont adopter toutes sortes de stratégies qui vont alimenter le conflit, puis ils vont encore plus considérer les stratégies de l'autre parent comme des attaques, comme des façons comme étant intrusives, et qui vont alimenter le conflit. Tout ça fait en sorte que, au-delà des chiffres, des pourcentages, ce que ça m'amène à comprendre, c'est que si on veut aider ces parents-là, il faut tenir compte de leur histoire, mais aussi du contexte dans lequel se déroule le conflit. Et souvent, pas souvent, mais parfois on peut entendre dire, mais ces parents-là ne mettent pas au cœur le besoin de l'enfant. Mais eux, dans la perspective des parents de cette étude-là, c'est tout à fait, pour eux, là, c'est tout à fait l'inverse qu'ils font. Ils sont en train de mettre leurs besoins de l'enfant au cœur de leurs préoccupations. Et ça ne fait pas nécessairement de sens, en bon français, de se faire reprocher ça. Et ça nous amène à poser la question, qui est un peu ma question de recherche de ma thèse. Là, j'ai malheureusement pas de résultat cet après-midi. Mais qu'est-ce qui amène ces parents à développer un tel degré d'acrimonie entre eux? Je suis certain que les intervenants qui travaillent avec ces parents-là, à un moment ou un autre, se sont posés cette question-là. Mais comment vous pouvez en arriver à ça aujourd'hui? On peut se poser toutes sortes de questions. Disons, c'est plus des questions cliniques que des réponses que j'ai à vous proposer. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants de leur histoire conjugale, par exemple la violence? Comment c'était la coparentalité avant? Le contexte dans lequel s'est déroulée la rupture? Est-ce qu'on est devant une situation où un parent a l'impression de se faire usurper son lien avec son enfant, comme un peu dans la dernière étude que je vous ai montrée, où c'était ça le sentiment de certains parents?
C'est sûr qu'il manque encore de recherche pour se faire une idée précise. Particulièrement de recherche qui donne la parole à ces paroles. Voilà. Le reste.